Téléfoot. Plus de 300 outils sur catalogue. Catavana, l'ouragan de l'outillage. Catavana. Téléfoot, ce sera aujourd'hui la Coupe de France. Nous en sommes au stade des 32e de finale. Alors beaucoup de matchs au programme. Saint-Étienne, Mulhouse, Marseille, Bastia, Andoum, Cannes, Toulon, Nîmes et Saint-Brieuc, La Roche-sur-Yon. Un reportage d'ailleurs sur les amateurs de Saint-Brieuc, du stade de Briochin plus exactement. Didier Noto et Jean-Claude Suodo ne reconduiront pas leur contrat, ils auront la parole. À l'étranger, un reportage sur Madjer, qui ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Et puis nous avons rendu visite à Sliskovic, qui joue maintenant à Pescara. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est la Coupe de France. Et la Coupe de France, vous le savez, c'est l'occasion pour le pot de terre de prendre le dessus sur le pot de fer que voici et que j'évite habilement. Effectivement, sur un match, les petits peuvent inquiéter les gros, donc au début de l'épreuve, car ensuite ça se complique pour les petites souris, règlement oblige. Oui, le règlement de la Coupe de France qui date de 1918, c'est normal, la Coupe de France date de 1918 et à l'époque il y avait 40 clubs, vous aviez toutes vos chances. Ça se complique, 10 ans plus tard 380 et 50 ans plus tard 2002 clubs. Et puis cette année on a battu le record, 4869. Il y a eu du nouveau au niveau du règlement et là c'est ennuyeux pour l'esprit coupe car à partir des 16e de finale, eh bien, il y a des matchs aller et retour. Donc effectivement cela avantage les grosses cylindrées. Et par exemple sur ces 5 dernières années, regardez les petits clubs qui ont passé ce cap fatidique des 16e de finale. Vous voyez, ils ne sont pas nombreux. Pas étonnant donc que Bordeaux, la meilleure équipe française, ait remporté les 2 dernières finales. Et puis avant, c'était le PSG ou Monaco ou même Metz. C'est toujours du haut de gamme. Heureusement, nous n'en sommes qu'au stade des 32e de finale. C'est-à-dire que dans l'empire du football, il y a encore des irréductibles footballeurs qui, quelque part, imposent leurs lois. C'est le cas, par exemple, de Saint-Brieuc. Le village a grandi. Saint-Brieuc, dans les Côtes-du-Nord, compte aujourd'hui 50 000 habitants. Mais nos irréductibles footballeurs restent coincés entre le grand voisin, Rennes, à 100 km, et Guingamp, à un quart d'heure de voiture. Saint-Brieuc cherche son football depuis que l'équipe a marché à reculons de Division 3 jusqu'à l'actuelle Division d'honneur. Puis Serge Rouxel est arrivé, et dès la première année, un 32e de finale de Coupe de France. C'est l'idéal, c'est vraiment inespéré pour nous, mais c'est une bonne expérience qu'on joue. Qu'est-ce que ça représente ce 32e de finale de Coupe pour vous? C'est une saison de travail d'abord et c'est une récompense pour l'ensemble du club qui se prépare à peut-être de meilleurs résultats. Saint-Brieuc aime la Coupe et prolonge régulièrement ce flirt sans espoir. Il y a 7 ans déjà, Richard Lescan. C'est la 2e fois que ça va m'arriver, c'est super. La première fois, c'était contre qui et c'était quand? C'était contre Toulouse, c'était en 1981, je crois. Vous vous souvenez de ce premier contact avec des joueurs professionnels? Ouais, c'est vraiment la catégorie au-dessus, c'est des super. Plein feu sur l'homme à qui la coupe semble toujours sourire. Au début des années 70, Sylvestre Salvi a joué dans l'équipe des petits poussets de Guingamp et mangeait les ogres professionnels. Coïncidence, c'est à Guingamp que Saint-Brieuc a rencontré hier soir La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, il entraîne Saint-Brieuc, le parfum de la coupe, il connaît. Avec Guingamp, jouer contre Bordeaux en 32e de finale, jouer contre Le Mans en 32e de finale, et puis jouer contre Saint-Denis de la Réunion en 32e de finale. Alors aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté de la barrière, vous êtes entraîneur. Est-ce que ça pose des problèmes de conscience pour les 13 joueurs qui vont être sur la feuille de match? Oui, en effet, car j'ai un groupe de 15 joueurs, et je souhaite que ce soit une fête pour tout le club, et surtout pour ces 15 joueurs. Or, parmi ces 15 joueurs, 2 joueurs vont rester sur la touche. Notamment, j'ai un problème de muté, puisque j'ai 4 garçons qui sont mutés. 4 garçons mutés et donc une décision à prendre entre ces 2 amis. Bon, il y a un choix à faire,
Ça, on le sait très bien, l'appartement, le coach va décider. Mais il n'y a pas de jalousie, on ne se défonce pas, on va pas... À l'entraînement, on va pas dans le chou, hein, on verra bien ce qui va se passer, quoi. Claude? Je pense qu'à l'entraînement, on s'entraîne même souvent tous les deux ensemble. Puis bon, le choix... Et ils sont malins les Briochins, ils ont tout prévu, même l'épreuve des pénaltys, comme pour le tour précédent face à une équipe de division 3. Reste à savoir si les deux collégiens et juniors n'ont pas peur. Moi, oui. Un petit peu d'appréhension, c'est sûr. La photo souvenir avant la victoire ou la défaite, mais de toute façon en chanson. Il n'y a qu'un seul Briochin, celui qui nous fait débuter et triompher. Où ça, sur les terrains? Qui ça, c'est le Stade Briochin. Ils chantent bien, nos petits footballeurs du stade de Briochin. Allons tout de suite à Guingamp, maintenant, toujours avec Pascal Pro, pour voir s'ils ont trouvé la bonne potion magique pour ce match contre La Roche-sur-Yon. Effectivement, Didier, il fallait aux Briochins tomber dans la marmite d'Obélix s'ils espéraient passer ce 32e de finale. La formation de départ avec un élément en plus par rapport au groupe que nous avions vu cette semaine. Courtel, le militaire, a rejoint ses camarades. La Roche entraînée par Christian Letard au grand complet. Et tout de suite un premier tir de Pasquereau, très en vue hier soir. Douzième minute, une erreur de Fabrice Moreau que Blanchard ne récupère pas. Écharpe pour Courtel au garde à vous. 1-0. Batelli sur l'action a légèrement dérapé. La joie des 2000 spectateurs, tous acquis bien sûr à Saint-Brieuc, et la pyramide du bonheur. À ce moment-là, on y croit. Pas pour longtemps, il est vrai. 26e minute, Fabrice Moreau va se racheter. Les jaunes ne sont pas montés assez rapidement. Contrôle de la poitrine et égalisation. Un partout, c'est également le score à la mi-temps. Alors qu'il commence à bruiner, comme on dit du côté de Paimpol. Bossis sur la gauche, le frère du grand Max, pour Lubin, l'ex-Socialien et lyonnais, au-dessus. Et on retrouve Lubin au coup de pied arrêté. Le franc veut donner à Bourdonnais, mais Mindic est le plus rapide dans le ventre du gardien. Mindic encore. Bossis, Blachon. Sur la tête de Mancon, c'est encore passé très très près. La seule occasion de la seconde période pour les 100 et or. Mais quelle occasion! Thual, préféré à Alain Guillaume au dernier moment, déborde sur la droite. Il y a du monde au milieu, mais Thual choisit la mauvaise solution dans le petit filet. Blanchard a tiré. Bourdonnais relâche, et là aussi il s'en faut d'un cheveu que Pasquereau, sur un service de Lubin, ne conclut. Dernière seconde, Mentepont. Mais c'est encore Bourdonnais qui sauve. On va jouer les prolongations. Et il ne va rien se passer dans les 15 premières minutes. Et à 3 minutes de la fin, le coup de poignard. Bourdonnais relâche un ballon facile. Robin donne à Ragbaoui, rentré durant la prolongation. Et c'est le but de la victoire. Un psychodrame que ce cauchemar de Bourdonnais, d'autant plus dommage qu'il n'a rien, absolument rien, à se reprocher sur l'ensemble de la rencontre. Le président Rouxel et l'entraîneur Salvi le savent, et très certainement, ils ne lui en voudront pas. Les pleurs de Bourdonnais. Pour moi, on a perdu un match, mais on a gagné un public, et c'est ça la victoire. Ils ont été formidables. Je pense qu'à 2 minutes près, on jouait les pénaltys. Et quand on voit ce 13e homme qu'on avait sur la touche, notre public, je suis persuadé qu'on avait un atout psychologique tellement important qu'il méritait les 16e. Et oui, la Coupe de France est terrible, c'est une coquine. Cela a été effectivement sans doute assez dur à vivre pour le gardien de but de Saint-Brieuc. Bravo en tout cas à cette sympathique équipe. Et on enchaîne maintenant avec Marianne Macot et le match entre Toulon et Nîmes. Ou qu'on n'aime pas ce genre de match piège à Toulon. Loïc, être le plus gros poisson dans le bocal, quand on sait que la veille des requins de première division se sont embrochés sur des espadons de seconde zone. Roland Courbis a vu l'après-midi en Doum avaler Cannes. Méfiance, méfiance. 5 minutes de jeu déjà et pour le Toulonnais, une faute sur une main de Dupraz et coup franc pour Nîmes, tiré par Ménade, de peu à côté. 10 minutes plus tard, débordement de Lada, toujours pour Nîmes. Centre peu appuyé, mais Borelli le laisse échapper et Bernat ne s'y attendait pas du tout.
toujours nîmoise, les actions les plus chaudes, pourtant ralenties par le Mistrad. Ménade tire, ça va être repris bientôt par Bardot. Il a vu Bernad, lui tire au-dessus. Et quand arrive l'action la mieux cadrée pour les Toulonnais, c'est sur un coup franc de Bardot. Il cherche une tête. Ça va être celle d'Henri, un peu ratée, mais le but est tout à fait réussi. 1-0 pour Toulon. Juste avant la mi-temps, au départ d'une autre attaque toulonnaise, Béranguier, il cherche Joël Henry dans ses œuvres. Un sauvetage de Desrousseaux assez spectaculaire. Le score est déjà sauvé pour Toulon. Nous, le problème, c'était justement de se motiver en sachant que, bon, hiérarchiquement, Nîmes était en dessous en seconde division. Bon, il fallait quand même un maximum de motivation. Je pense qu'on a réussi quand même notre coup en éliminant cette équipe de Nîmes. Toulon semble sauvé, mais le suspense dure, d'où l'attrait des matchs uniques, comme en Angleterre pour un connaisseur de la coupe. Moi, je serais partisan pour jouer sur le terrain du premier tiré. Bon, il y a peut-être différentes formules à trouver pour alléger un petit peu le calendrier, notamment en fonction des coupes européennes. Idée à cogiter. Deuxième mi-temps, 20 minutes soporifiques, puis cette contre-attaque de Lokhoff. Ménade tire devant Mendy, ça rase le poteau. Joël Henry se débat de l'étreinte de Lokhoff. Il parvient à centrer très précisément sur Dominguez, mais là pour l'Argentin c'est beaucoup moins facile. Une contre-attaque ensuite pour Dominguez encore et une lutte d'influence avec Desrousseaux. Dominguez commet l'erreur là d'attendre et quand il va tirer, ce sera beaucoup trop tard. Nîmes termine en beauté, matraquage de masse sur ce centre. Mendy détourne pour Lada, mais la tête est trop bien cadrée. On s'obstine. Ménade à l'attaque, Lada essaye de reprendre, il tombe, derrière c'est Vido qui reprend et c'est encore détourné, ça ne passe décidément pas. Dernière minute, dernière chance sur corner, c'est pour Vido. Et là, c'est fini, Nîmes dépit. En deuxième mi-temps, on les a poussés dans leur but, on s'est créé 4 ou 5 occasions nettes. Bon, je trouve que c'est regrettable de perdre un match sur une erreur défensive, bon, mais enfin, ça fait partie du football. Un match de coupe sans un seul carton, bravo monsieur Vautreau, bravo messieurs. Une petite page médicale avant de poursuivre la Coupe de France. Les chevilles des footballeurs, vous le savez, sont souvent mises à rude épreuve. Alors, soyez très attentifs, surtout si vous êtes pratiquant. Les différents types d'entorses, le meilleur moyen de les soigner. Écoutez le docteur Jean-Michel Bello. Contrairement au rugby où le contact direct fait partie intégrante du jeu, le contact physique en football est lui fortement pénalisé. Sans doute l'une des raisons qui explique le côté assez pernicieux des fautes commises, des fautes qui engendrent par là même et bien souvent blessures et traumatismes divers. Parmi ces traumatismes, l'entorse de la cheville que tout footballeur connaît, quel que soit son niveau. Ce genre d'accident a dans la majorité des cas 2 origines différentes. La mauvaise réception suite à une action de jeu aérienne certes, mais surtout et de très loin, le tacle volontaire ou involontaire, mais dans tous les cas, exceptionnellement généreux. Alors l'entorse on connaît tous, ou plus exactement on croit connaître. Mais en fait, que recouvre ce terme avec précision? Une entorse de cheville, c'est, dans la majorité des cas et pour des raisons anatomiques, une atteinte du ligament latéral externe. Ce ligament latéral comporte 3 faisceaux. Un faisceau antérieur qui est situé en avant de l'articulation, un faisceau moyen qui est situé sur le côté et un faisceau postérieur qui est situé en arrière de l'articulation. Ces 3 faisceaux sont progressivement atteints lors des mouvements de torsion forcée du pied. Il est toutefois difficile de naviguer dans les statistiques lorsqu'il s'agit des différents degrés de gravité. Une entorse, ça peut être un accident bénin s'il s'agit d'un simple étirement du faisceau antérieur, mais ça peut être un accident grave si les 3 faisceaux, le faisceau antérieur, le faisceau moyen et le faisceau postérieur sont rompus. Mais dans la majorité des cas, eh bien, c'est à ce spectacle un tantinet désagréable auquel vous avez droit le lendemain au réveil. Une seule unique façon de limiter ce genre de dégâts, les soins immédiats. Le principe de base, c'est sur une entorse de cheville, c'est de bien évidemment glacer et comprimer de manière à ce que l'œdème ne soit pas trop important. Et puis de trottiner le plus vite possible. Pouvoir trottiner rapidement, c'est la chance qu'a eu Philippe Mahut, victime en début de saison de ce type d'accident. J'ai été un petit peu bousculé par Castaneda et en retombant, je suis retombé en porte-à-faux sur ma cheville. Pendant une semaine, bon, je n'ai rien pu faire, surtout les 3-4 premiers jours parce que ma cheville était était enflée. Et je me suis entraîné juste, je crois, le dernier jour avant le match de championnat.
Quant à Jean Tigana, s'il a pu échapper suite à son accident face à Eindhoven à la grosse artillerie médicale, telle la pose d'un plâtre toujours à éviter chez un pro pour ne pas enraidir la cheville, eh bien sa participation au match retour de mercredi n'en demeure pas moins très hypothétique. La semaine prochaine, on revient à la Coupe de France avec Bordeaux-Nantes qui constituait évidemment l'affiche de ces 32e de finale, tout au moins sur le papier, car sur le terrain, c'était pas terrible. Donc Nantes contre Bordeaux, Bordeaux légèrement favori si l'on tient compte du classement, pas grand chose dans les 90 premières minutes et puis dans la première partie de la prolongation, un premier but marqué par Philippe Farjeon. 1-0 pour Bordeaux, mais quelques minutes plus tard, corner tiré par Francky Vercotteren, égalisation de Vincent Brasigliano, 1 partout, nous en resterons là et finalement il faudra les pénaltys pour départager les deux équipes. Girard et Touré le rateront pour Bordeaux et c'est finalement Michel Rio qui donne la qualification au FC Nantes à la grande joie, la grande satisfaction de son entraîneur Jean-Claude Suodo. Entraîneur de football et vous le savez, un métier assez ingrat car toujours au-dessus de votre tête il y a cette petite chose. Alors tout va très vite, 2-3 bons résultats et vous êtes un génie, 2-3 mauvais résultats et vous revenez sous l'épée de Damoclès qui de temps à autre vous coupe la tête comme cela s'est passé récemment avec deux entraîneurs pourtant très réputés. 2 chutes en première division, 2 dans la même semaine. Didier Noto quittera le Havre en fin de saison. Jean-Claude Suodo, lui, ne sera plus l'entraîneur de Nantes l'an prochain. Dans ce qui était et ce qui est toujours avec Nantes, il faut qu'à un certain moment, pour que s'enrichisse peut-être davantage Nantes ou que s'enrichisse davantage Suodo, il est nécessaire qu'on se sépare, c'est tout. C'est une surprise pour vous. De me l'annoncer si tôt, oui, c'est une surprise parce que je pense qu'on avait encore notre chance. Surprise aussi, tous les deux seront déposés en douceur. J'ai toujours dit à mon président, depuis que je suis arrivé au Havre, que le jour où il serait plus content de moi, il pourrait me limoger sans que je fasse de vagues, parce que j'oublie pas quand même qu'il m'a mis le pied à l'étrier, il m'a permis de prouver une certaine valeur, je crois. Donc à partir de là, j'ai une certaine reconnaissance, mais je crois que le temps a fait, les 4 saisons passées ont fait que je lui ai bien rendu la chance qu'il m'a donnée. Il n'a jamais été dans l'esprit du club de laisser à penser que je ne serais pas l'entraîneur dans cette fin de saison. Ils n'ont jamais remis en cause la confiance qu'ils pouvaient avoir en moi. Comme toujours, à l'origine du limogeage des entraîneurs, les résultats. Ils n'ont pas été très brillants. Nantes et Le Havre n'ont pas atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés en début de saison. Pas d'Europe pour Nantes et relégation probable pour Le Havre. Il est bien certain que l'on va vers une saison ratée en ce qui concerne les objectifs. Et que c'est propre à tout entraîneur d'être responsable des résultats. Si j'avais pu disposer de mon effectif au cours des 6 mois qui sont écoulés, tout au long de ces 6 mois-là, je serais le seul responsable. Maintenant, j'ai eu énormément de blessés. Il m'est arrivé de faire des entraînements avec 6 ou 7 joueurs. Ça veut dire que j'avais 12-13 blessés. Bon, je crois que ça méritait quelques circonstances atténuantes. Didier Noto devra donc trouver un autre club l'an prochain après 5 années passées au Havre. Pour Suodo, le changement risque d'être plus difficile encore, lui qui a fait toute sa carrière à Nantes. Tout à fait prêt à faire une dizaine d'années au Havre, je m'y plaisais beaucoup, je suis dans un bon club. Et puis tout est fini, il faut aller voir ailleurs, j'ai du mal à me faire à l'idée. Il est vrai que ça serait déchireux, ça a été un échec, mais il ne me semble pas que je sois allé vers un échec sur tout ce temps passé dans ce club. Mon cas n'est rien par rapport à celui de Jean-Claude Suodo. J'ai fait 4 bonnes saisons, je rate la 5e. Jean-Claude Suodo a fait 25 bonnes saisons, il rate la 26e. Même motif, même punition. Bon, je crois que je ne suis pas à plaindre par rapport à Jean-Claude. Suodo et Noto sont donc à la recherche d'un nouveau club. Pour Raymond Domenech, c'est un petit peu spécial. Il se sait à Lyon, mais il se trouve encore à Mulhouse. Alors comment vit-il la chose? Voyons cela avec Yves Kufferminck pour le choc entre Mulhouse et Saint-Étienne. Il y a une semaine encore, cette rencontre Mulhouse-Saint-Étienne devait pour le bouillant Raymond Domenech être sa dernière apparition sur le banc de touche alsacien. Mais nouveau rebondissement, Domenech ne va plus à Lyon. On s'attendait à vous voir avec les valises sous le bras quasiment, et puis vous ne partez pas alors? Pas encore du moins?
Non, on s'est mis d'accord avec les dirigeants se sont mis d'accord pour continuer. La situation finalement a changé beaucoup de choses alors qu'on les accords étaient pratiquement conclus. On avait 5 points de retard sur Rouen, on jouait à rien, que ce soit moi ou un autre. Je veux dire, pour travailler dans cet esprit-là, il aurait suffi de continuer. La preuve, ils sont sur le terrain, ils sont sans moi sur le terrain et ça se passe très bien. Et puis il y a eu ces résultats qui ont fait qu'on s'est retrouvé à égalité, que tout d'un coup ça devenait plus délicat de dire bon, on coupe ce qui s'est créé dans ce club avec l'entraîneur, avec les joueurs. Peut-on parler d'un choc psychologique lorsqu'un entraîneur qui doit partir reste? Toujours est-il que cette décision des dirigeants de Mulhouse a eu pour effet de transcender les joueurs alsaciens qui vont poser de très gros problèmes à Saint-Étienne. Les Stéphanois ont pourtant la première occasion à la 15e minute par Guy Clavelon qui tire sur Pascal Ron. Sans le moindre complexe, les joueurs de Domenech n'hésitent pas à prendre leur chance en compte et il faut des interventions plus que musclées de Françoise et Ferry pour empêcher Neveu et Subiat d'inquiéter Castaneda. Le capitaine stéphanois devra tout de même s'employer sur le coup franc qui suit, tiré par Serge Génère. Avec 2 défaites en championnat, depuis une dizaine de jours, Saint-Étienne n'est pas au mieux. Et Robert Herbin est inquiet, même si c'est son équipe qui se crée la meilleure occasion de la première période sur ce coup franc de Sivebeck, relâché par Ron dans les pieds de Patrice Garande. Et c'est Kogedal qui sauve sur sa ligne. 0-0 à la mi-temps, les supporters de Mulhouse font déjà la fête, même si les Verts sont à nouveau les premiers en action, avec sur ce corner de Thibeuf, une reprise de Patrice Garande qui heurte la base du poteau de Ron. Les Blancs ont eu très chaud, mais à l'étonnement général, ce sont eux qui vont faire l'essentiel du jeu en deuxième période, se créant les meilleures occasions par l'Argentin Nestor Subiat, qui ici enlève trop son tir, qui passe de peu au-dessus du but de Castaneda. Pire, à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, sur une montée de Denis Stéphan, Subiat se présente seul devant Castaneda, qui peut contrer l'avant-centre mulhousien. Toujours 0-0 après 90 minutes durant la prolongation. Chaque équipe aura sa chance. Tout d'abord Mulhouse avec une accélération de Stéphan. Un centre parfait pour Subiat dont la reprise passe une nouvelle fois de très peu à côté. Fatigués, les Verts ont eux aussi une occasion de se qualifier à 2 minutes de la fin. Garande centrant pour Philippe Thibeuf. Thibeuf qui rate l'immanquable. Finalement, les tirs au but décideront du sort de cette rencontre. Robert Herbin reste de marbre, alors que Raymond Domenech force littéralement ses joueurs à prendre leurs responsabilités. Mulhouse n'a rien à perdre. Les tirs au but ne posent aucun problème à Serge Génère, au Norvégien Terje Kogedal et à Jean-Michel Peuget qui trompe tous Castaneda. Alors que côté stéphanois, c'est la catastrophe. Sivebeck puis Ferry voyant leur tir repoussé par Pascal Ron en état de grâce. Finalement, l'Argentin Nestor Subiat, qui a tout raté durant le match, élimine les Verts, permettant à Mulhouse de créer une nouvelle surprise en Coupe de France. La suite de cette Coupe de France, notre rubrique étrangère, cela se passera dans la deuxième partie de Téléfoot, car tout de suite, une page de publicité. Catavana, l'ouragan de l'outillage. Catavana, plus de 300 outils sur catalogue. On enchaîne avec Marseille-Bastia. C'était vraiment, vous le savez, une belle affiche à l'époque. Il y avait même une sacrée finale entre les deux équipes. Et puis le sorcier dribbleur Magnusson et le buteur Josip Skoblar. Mais c'était en 72, il y a déjà plus de 15 ans, mon cher Philippe Houy. Et en 72, les Bastiais d'aujourd'hui n'étaient pas très vieux, mis à part Paul Marchionni qui avait 17 ans. Les 5 autres, Lipini, Spinelli, Ciccolini, Padovani et Antonetti, étaient tous en culotte courte. Frédéric Antonetti, 1972, ça vous rappelle quelque chose? Oui, bien sûr, je peux vous citer même l'équipe entière. C'était la première épopée en Coupe de France de Bastia et ça avait vraiment été extraordinaire. Vous aviez quel âge? J'avais 11 ans. Et ça vous a marqué? Ça m'a marqué, oui, bien sûr, hein, comme je pense tous les Corses. Adieu la belle époque, les résultats ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Enfin, il reste toujours la Coupe de France pour briller, une fois de temps en temps. Là, le tirage leur a donc donné Marseille comme adversaire et le Mistral pour résister en première mi-temps. Les Marseillais ont dominé, mais sans jamais pouvoir concrétiser au cours de ces 45 premières minutes.
Les Corses, eux, ne sont pas beaucoup sortis de leur camp. C'est probablement la raison pour laquelle Joseph-Antoine Bell avait très envie de faire joujou avec le ballon. En deuxième période, ça commence avec une tête de Diallo, poteau. Un petit peu de chance donc pour Bastia en Coupe de France, il en faut. Nouvelle attaque de l'OM, bien déployée avec Diallo, Gengini pour Leroux qui tente un 1-2. Le ballon lui revient mais il le met largement au-dessus de la transversale de Ceccarelli. Leroux encore, il a été le Marseillais le plus dangereux. Et sur cette action, vous allez voir que ce n'est pas d'énergie dont manquaient les Marseillais. Alof s'est bien relevé, talonnade de Gengini. Les défenseurs bastiais écartent le danger, mais pas pour très longtemps. Ayache, Diallo, 1-2 avec Forster. Diallo ne peut pas tirer, alors il donne pour Leroux. Tir de Leroux, bien détourné par Ceccarelli, le gardien de Bastia. Excellent vendredi. La preuve encore sur ce coup franc de Gengini. Détourné par le mur, reprise de Papin et toujours Ceccarelli. 83e minute, toujours 0-0. Les Bastiais veulent se donner un petit peu d'air. Long dégagement en profondeur. Passe de Leroux en retrait pour Bell qui fait un petit nœud. Alors, corner pour Bastia. Petite cause, grands effets. Regardez bien, il est tiré par Meyer. Reprise de la tête par Tricky. 1-0 pour Bastia. À Marseille, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. À Bastia, en revanche, on sait qu'on est tout près de réussir l'exploit. Plus rien n'y fera. Les Corses et la transversale repousseront les dernières tentatives des Blancs. 1-0 donc pour Bastia au coup de sifflet final. Les Corses éliminent le recordman des victoires en Coupe de France. Ils ont pris d'une certaine manière leur revanche de 72, mais ils ont surtout bien joué le coup. On a essayé, on a mis un petit schéma en place. Bon, il a bien fonctionné parce que lorsqu'il était dépassé par la valeur de l'équipe marseillaise, eh ben, il y avait notre gardien, il y a eu deux poteaux, je crois. Et ça fait partie du jeu et ça nous a souri. Je dirais presque que ça fait partie de l'histoire de la Coupe. Alors vous, qui êtes l'ancien de cette équipe, ça vous rappelle les grandes heures de Bastia? C'est sûr, cette victoire, je la classe parmi les victoires de 78 et de 80. Hein. Bastia n'est pas mort, qu'on se le dise, toujours redoutable dans ce genre d'épreuve. Alors maintenant, Cannes en Doum, division d'honneur. Bon, il n'y a pas photo sur le papier, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, surtout en football. Philippe Louis. Arles, 10 minutes avant le coup d'envoi, dernier conseil de l'entraîneur d'Andoum, Léon Galli, à ses joueurs. Ils en ont besoin, ils jouent en division d'honneur et ils rencontrent Cannes qui joue en première division professionnelle, 5 places d'écart. Mais les Marseillais sont remontés. Du fait de l'élimination de l'Olympique de Marseille hier soir, comme le club marseillais, il ne reste plus que nous. Et là, il devait y avoir 2000 spectateurs. Aujourd'hui, je vois qu'il y en a un peu plus. C'est que les gens qui aiment Marseille sont venus nous pousser. Alors votre pronostic, là, vous pensez combien? Pronostic, j'en fais pas. Mais j'espère qu'on va faire un beau truc. Pour le beau truc, ça part plutôt mal. 10e minute, petit slalom et but de Félix Lacuesta, 1-0 pour Cannes. À ce moment-là, on se demande combien les Marseillais d'Andoum vont en prendre, surtout que Cannes a un autre atout dans cette première période, le Mistral. Regardez ce dégagement de Morisseau, il est venu directement dans les bras de Jarquet, le gardien d'Andoum, qui va essayer de faire la même chose, mais dans l'autre sens, ça va nettement moins loin. Alors dans ces conditions, ce que va réussir Andoum est un exploit. 17e minute, action de Serge Renaud pour Coty. Tir de Coty contré par Morisseau, la balle franchit la ligne, c'est le vent qui la ressort. 1-1, c'est déjà une demi-surprise. La suite est encore plus étonnante, les Cannois ne réussissent pratiquement plus rien et quand par hasard ils s'approchent des buts d'Andoum, le gardien Patrice Jarquet, lui, est impérieux. 1 à la mi-temps, les petits ramasseurs de balles d'Arles préparent la Coupe de France de l'an 2000. Les joueurs d'Andoum, eux, s'accrochent à celle de 88 à l'image d'Abdelli qui place un bon tir de 35 mètres. Il a confiance. Les Cannois, eux, ne réussissent plus rien. Coup franc des monts, tête de Sassus au-dessus. 1-1 donc à la fin du temps réglementaire. Les Cannois font le forcing au début des prolongations. En principe, le temps travaille pour eux. Ils sont professionnels, donc mieux entraînés qu'Andoum. Mais Jarquet, lui, est toujours présent au bon moment.
106e minute de la rencontre maintenant, prolongation donc, coup franc pour Andoum, tiré par Bonizzoli, tête de Serge Renaud. Morisseau est battu pour la deuxième fois, 2-1 pour Andoum qui réussit l'exploit. Les Canois ne reviendront pas malgré tous leurs efforts durant la fin des prolongations. Andoum rejoint dans la légende Elbiard qui avait sorti Reims il y a une trentaine d'années, ou encore Gardanne qui avait éliminé Toulouse sur cette même pelouse d'Arles. Au tour précédent, Andoum avait déjà sorti Marty. Je l'avais déjà dit, nous avions une superbe petite équipe, très jeune, très technique, très motivée. Je savais qu'elle était capable de se lever à la hauteur de n'importe quelle équipe. Et je crois que nous, on n'a pas le droit de passer au travers comme on l'a fait cet après-midi. Alors justement, quand on passe au travers comme ça, est-ce qu'on prend des sanctions après contre notre entraîneur de première division? Non, non, bien au contraire. Je crois que les personnes qui souffrent le plus cet après-midi, c'est les joueurs. Moi, la première chose que je vais faire, c'est les encourager, leur donner 2 jours de repos et puis se retrouver mardi matin à l'entraînement pour repartir au niveau du championnat. Pour Andoum, maintenant, le plus dur sera de garder le même effectif l'an prochain. Il est probable que certains joueurs seront sollicités, comme Salim Abdelli, qui a été le meilleur sur le terrain contre Cannes. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis manœuvre. Et pour vous, vous avez quel âge? 20 ans. Alors, vous pensez éventuellement faire une carrière professionnelle après un match comme ça? Oui. Ce que je veux. Je voudrais qu'ils passent par moi parce que je les conseillerais. Aller n'importe où pour pas jouer, c'est pas intéressant. Mais s'ils sont capables, c'est moi qui les placerai. Bravo en tout cas à cette équipe d'Andoum, c'est le bon côté de la Coupe de France, surtout lorsque les matchs se jouent sur une rencontre et non en 2 à partir des 16e de finale. Vous le savez, bravo à Andoum qui je crois est le quartier de notre animateur vedette sur TF1, Jean-Pierre Foucault. Et puis pour terminer avec cette Coupe de France, des extraits assez rapides de Lens Beauvais. Tout d'abord Lens qui joue en première division, vous le savez, contre Beauvais, et un superbe dégagement, une superbe relance de Gaëtan Huard de l'extérieur du pied droit en profondeur. Le ballon qui continue toujours en profondeur pour Philippe Vercruis. Ce sera l'unique but de cette partie, remporté donc par Lens sur Beauvais. 1-0. Et puis entre 2 équipes de première division, Lille et Brest. Brest avait ouvert la marque par Guégan, mais Lille va marquer 3 buts. En première mi-temps, l'égalisation de Buzyn, et puis en deuxième période, 2 buts de l'avant-centre belge Erwin Vandenberg. Voici le premier, superbe contrôle orienté, et le deuxième sera assez fin également. Un petit lob bien ajusté. Alors tous les résultats sauf 5 matchs qui se dérouleront cet après-midi. Alors la logique, Toulouse-Laval, Lille-Brest, vous voyez, Auxerre-Valenciennes, etc. Et Créteil qui a battu Chaumont de Club Division 3. Un peu tiré par les cheveux pour Metz, Le Havre, Monaco. En fait c'est 2-1 contre Saint-Dizier, non 2-0. Nice, Toulon et Lens, on l'a vu à l'instant. Et puis, toujours tiré par les cheveux pour le PSG, le Matra Racing, Sochaux, difficilement contre Tours. Et puis les prolongations pour La Roche-sur-Yon, vous l'avez vu. Et puis pour Nancy, 5-2 contre le PFC, mais quand même des prolongations pour venir à bout de l'équipe parisienne qui évolue en division d'honneur. Les surprises, il y en a beaucoup, il y en a énormément. La victoire de Dunkerque contre Niort, Mulhouse, on l'a vu, Bastia également, Andoum à l'instant, et puis Évreux, division 3 contre l'Entente Melun-Fontainebleau, et puis Nantes, c'était quand même une surprise, qui battait Bordeaux, le tenant de l'épreuve. Voilà, nous allons terminer avec cette Coupe de France avec une finale qui date de 1961. Et qui avait gagné la finale en 1961? Vous allez le voir avec la célèbre séquence Te souviens-tu Lututu? Allons-y. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Place, voici le sanglier des Ardennes. Mascotte de Sedan qui joue sur la gauche dans cette première mi-temps et qui présente les 11 joueurs suivants. Bernard dans les buts, Noah, Papadianic, Polak, Le Masson, Marian, Hachi, Salabert, Mouchel, Salem, Fulkenzi et Brény. Sedan domine cette première mi-temps et Rodzak, le gardien de Nîmes, ne va pas tarder à s'incliner. Premier but en effet de Fulgenzi à la 16e minute, à la grande joie de ce monsieur qui réussit le tour de force d'hurler la clope au bec. Grâce à la colle gnagnan, cette séquence, je vous le précise, a été réalisée sans trucage. Deuxième but marqué par Brémy à la 74e minute, toujours pour Sedan. Supporters nîmois déçus, et ce n'est pas terminé. Il y aura encore 2 buts ce 7 mai 61 à Colombes, un de chaque côté. Le premier, qui sera en fait le 3e pour Sedan, sera marqué par Salem à la 82e minute.
Monsieur a passé une bonne après-midi et ce n'est pas le but de Constantino réussi à la 86e minute qui lui fera perdre le sourire. 3 ans après sa victoire sur Reims en finale 3-1, Sedan remporte la Coupe de France, encore 3-1, mais cette fois donc devant Nîmes. Et maintenant, on passe à l'étranger. Vous vous souvenez tous, je suppose, de Blaž Slisković, le Yougoslave, qui s'était distingué en début de saison dernière avec Marseille. Ensuite, ça s'était un peu compliqué, alors il a quitté l'OM, mais pas le Mistral, visiblement. Et il semble très affairé dans sa Gazeta dello Sport. Que peut-il bien y trouver? On va voir tout cela avec Bernard Renaud. Didier, je peux vous dire que j'ai récupéré le journal que lisait Blaž Slisković, la Gazeta dello Sport. À la rubrique « Demande d'emploi », on ne trouve pas du tout le nom de Slisković. Car ici, contrairement à ce qui s'était passé à Marseille, il se porte comme un charme. En Italie, on dit que tout au Depuis son arrivée à Pescara, une station balnéaire de l'Adriatique à 200 km de Rome, Slisković est transfiguré. De 12e homme à Marseille, l'international yougoslave est passé premier au hit-parade des joueurs de Pescara, ex-aequo avec le Brésilien Junior. Pescara occupe la 9e place du championnat italien et Slisković la 4e au classement des buteurs avec 7 buts. En venant à Pescara, Blaž a eu du flair. À vrai dire, je n'ai pas eu tellement le choix. Pescara m'a contacté la veille de la clôture des transferts en Italie et comme aucun club ne m'avait fait d'autres propositions, j'ai accepté cette offre de dernière minute. Ici, les joueurs sont très sympathiques, l'équipe aussi, et la ville est très agréable. Je revis, je suis très satisfait d'être à Pescara. À Pescara, Slisković a tout de suite été adopté par les supporters. Avec le Brésilien Junior, ils font un véritable tabac au sein d'une jeune équipe qui, avec l'entraîneur Galeone, n'a Dieu que pour ses 2 vedettes étrangères. C'est le grand amour. À Marseille, on le disait, taciturne, fermé, secret. Ici, c'est le jour et la nuit. Curieux. C'est un personnage très gentil. Pas fou, comme on disait d'abord, de venir ici en Italie. Parce qu'il était très tranquille et portait beaucoup de fantaisie dans l'équipe de Pescara. Slisković, c'est un joueur qui est réévalué dans le championnat italien, s'est régénéré après l'expérience française. Je crois qu'il peut dire encore beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous riez pas souvent, non? Je ris peu. Je suis un homme qui ne rigole pas pour rien. Je ris avec les enfants, avec ma famille. Mais quand je travaille, je ne suis pas là pour rigoler. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu des problèmes avec l'entraîneur de Marseille, Gérard Banide, qui avait l'impression que je faisais toujours la gueule. En fait, je suis normal, je ris quand c'est drôle, c'est les fous qui rigolent pour rien. Après les 2 heures de flipper quotidien, retour à la maison. Tiens, en parlant de retour, est-ce qu'il envisage un éventuel retour en France? Car, petite précision, Slisković n'a pas été transféré à Pescara, mais seulement prêté par Marseille. À l'heure actuelle, je pense qu'il est préférable pour Marseille, comme pour moi, que je ne revienne pas à l'OM. Mais si j'ai la possibilité d'aller dans une équipe française, une grande équipe française, je retournerai en France. Mais en ce moment, il est absolument hors de question que je rejoue à Marseille. La dernière fois que vous avez ri, c'était quand?
Bah, il est sympa, Sliskovic. Il est rigolo. Le reportage était très sympa également. Bravo Bernard et bravo aussi à Sliskovic qui s'est bien adapté dans un nouveau football pour lui, le football italien. Et puis il parle bien l'italien aussi. Il s'est adapté à la langue très vite. Un match en retard qui s'est disputé mercredi qui comptait pour la Coupe des vainqueurs de Coupe. Vous savez, il avait été annulé pour cause de mauvais temps il y a 10 jours. Eh bien, Young Boys Bern, Ajax d'Amsterdam, un tout petit but d'Ajax, tenant du titre, l'a emporté à l'extérieur grâce à cette tête de Bosman. La Coupe d'Angleterre maintenant, tous les quarts de finale sauf un qui va se disputer cet après-midi sont qualifiés Nottingham Forest, Luton et Wimbledon. Et puis le quatrième, ce sera Manchester City ou Liverpool. Donc pour les demi-finales de la Cup, 23e journée de championnat de la RFA, la Bundesliga a signalé la défaite de Brême à Stuttgart 1-0. Et comme le Bayern l'a emporté sur sa pelouse contre Mönchengladbach 1-0 au classement, le Bayern n'a plus que 2 points de retard sur Brême. Passons maintenant au cas Rabat Madjer, c'est assez spécial. On l'annonce dans un premier temps à l'Ajax d'Amsterdam. Hop, on s'arrête, ça ne marche pas. Ensuite, Bayern Munich. Non. Finalement, Porto le prête à Valence. Mais là, ça se complique. On l'annonce à l'Inter de Milan, au Real Madrid. Finalement, on n'y comprend plus rien. Martin Zara. Valence et Stadio Luis Casanova, c'est ici que l'on a retrouvé la trace de Madjer assis dans les tribunes pour assister au match que ses partenaires vont disputer contre le Real de Madrid. Blessé, il vient à peine de reprendre l'entraînement. Loin de la foule, Madjer prépare déjà la saison prochaine dans un calme apparent car règne autour de lui une certaine agitation. Les recruteurs des plus grands clubs européens se battent pour l'avoir. Les moments de galère sont déjà bien loin. Vous savez, je suis un footballeur. Je suis un garçon qui ne veut pas regarder derrière lui. Pourtant, derrière lui, une belle progression après un demi-échec au Racing, un passage fantôme à Tours pour arriver à Porto et à cette finale contre le Bayern à Vienne. Le voilà aujourd'hui prêté à Valence, mais pour demain, un énorme point d'interrogation. Maintenant, on parle beaucoup de moi, d'un éventuel transfert dans un club italien et même espagnol. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés, mais pour le moment, je ne suis au courant de rien du tout. Le cas Madjer, un cas pour le moins complexe. Un contrat signé avec le Bayern, mais il y manque l'assentiment de Porto. Porto qui, bien sûr, veut le vendre au plus offrant. Légalement, le contrat avec le Bayern ne vaut rien. Les enchères sont donc ouvertes et les acquéreurs ne manquent pas. Le premier à se manifester, c'est l'Ajax, suivi par le Bayern, maintenant l'Italie avec l'Inter, la Roma, mais également la Juventus. Les deux plus grands clubs espagnols ont également pris contact avec lui, le Real et Barcelone, excusez du peu. En Espagne, on a le droit à 2 étrangers. Nous les avons déjà, Jankovic et Hugo Sanchez. En plus, nous en sommes très satisfaits. Et nous ne voulons pas en changer. Madjer est sûrement un très grand joueur, mais malheureusement, nous n'avons pas de place pour lui. Discours langue de bois, si Hugo Sanchez n'est pas menacé, Jankovic, lui, l'est. Schuster a quasiment signé à Madrid. Cette semaine, l'Allemand s'est rendu dans la capitale espagnole pour chercher une école pour ses enfants. Alors, pour Madjer, la piste réelle s'arrête là. J'espère que le problème se réglera très bientôt parce que là, je suis dans une position très critique. Je suis persuadé que Madjer peut réussir dans n'importe quel grand club européen. C'est un très bon joueur, très complet, l'un des tout meilleurs. Il est bon des 2 pieds, de la tête, très agile. Bon, bien sûr, c'est pas Maradona, mais il est très proche d'un joueur comme Foutré. Et en plus, c'est un buteur. Il a la qualité la plus importante pour un footballeur, le sens du but. Madjer fait ainsi partie des joueurs les plus demandés comme Foutré, Mitchell, Butragueño, Mataos ou Francescoli, où qu'il aille, même s'il n'est pas maître de son destin, il sera dans un grand club. Et qui dit grand club, dit gros salaire. L'argent compte beaucoup pour un footballeur. On travaille pour gagner de l'argent. Vous savez, on est des esclaves sur le terrain. C'est normal parce que si on veut gagner de l'argent, il faut qu'on soit toujours bon. Mais Madjer n'oublie pas non plus ses racines. L'Algérie représente tout pour lui et ne pas pouvoir participer à la Coupe d'Afrique des Nations est un véritable crève-cœur. C'est trop tôt pour moi de reprendre la compétition avec l'Algérie. Et croyez-moi, je suis très triste. Mais j'espère que si l'Algérie ira un peu plus loin, je vais rejoindre les rangs et jouer les autres matchs qui restent.
Voilà, on ne sait pas si Madjer sera présent au Maroc. En tout cas, je vous rassure, Téléfoot pendant 15 jours sera bel et bien là. Une catastrophe hier à Katmandou à l'occasion d'un match de football entre une équipe du Népal et une autre équipe du Bangladesh. À un moment, un orage de grêle qui s'est abattu sur le stade. Les spectateurs ont paniqué et aux dernières nouvelles, il y aurait une centaine de morts. Et puis une autre catastrophe, plus petite celle-là, heureusement, en Libye auparavant, mais là pour les raisons que l'on connaît depuis malheureusement bien longtemps. Frédéric Jaillant. Tripoli, jeudi, le match oppose la Libye à Malte. Soudain, les joueurs s'arrêtent, des gens traversent le terrain en courant. Les joueurs se prennent la tête à deux mains, vous allez même voir une ambulance foncer sur la pelouse. Elle se dirige vers l'une des tribunes où des spectateurs sont en train de mourir étouffés ou piétinés. Cette fois, c'est bien la violence qui est à l'origine du mouvement de panique. Des supporters avaient sorti des couteaux. Il paraît même que l'un d'entre eux était muni d'un serpent. Bilan, au moins 20 morts et plusieurs centaines de blessés. Pas de serpents, mais des crans d'arrêt, des pistolets et une grande quantité d'ammoniac devant être lancés sur les supporters adverses. Tel est l'arsenal découvert hier par les policiers anglais. Ces derniers menaient une opération préventive quelques heures avant le match devant opposer Luton à Portsmouth. 17 supporters, si on peut les appeler ainsi, ont été arrêtés. Enfin, pour en revenir à la catastrophe de Katmandou, il s'agit, après celle de Lima, de la plus grave jamais survenue dans un stade. En 1964, au Pérou, une émeute provoquée par un but refusé avait fait 300 morts. La panique à Katmandou en aurait fait 70 selon les autorités locales, au moins 120 selon les médecins. Il y en avait eu 80 en 68 en Argentine. Autre précédent, 71 Glasgow, les gens qui s'en vont se heurtent à ceux qui reviennent, 66 morts. 85 Bradford, incendie, 53 morts. Enfin le même mois, le Hazel, 39 morts. Voilà, Téléfoot est terminé sur cette note un petit peu triste. Un petit coup d'œil sur notre sponsor et puis des images également pour terminer du héros de ces 32e de finale en Doom. Au revoir et à la semaine prochaine. Katavana, l'ouragan de l'outillage. Plus de 300 outils. Catalogue gratuit au 05 316 316. C'était la fête à Marseille, le quartier d'Andoum qui est situé sur le rocher à l'est du vieux port de Marseille. Un club de quartier, 450 licenciés, 100 bénévoles. La moitié de l'effectif de l'équipe est constitué d'employés municipaux. Le président, M. Francis Di Giovanni, veut même faire d'Andoum, paraît-il, le deuxième club de la ville, derrière l'OM. Bravo aussi à l'entraîneur, M. Galli, que l'on avait vu dans le reportage de Philippe Huy, qui est au club depuis 6 ans. Et effectivement, il faudrait jouer tous les tours de Coupe de France sur un match comme cela se passe en Angleterre. Et on pourrait mieux faire même qu'en Angleterre, c'est-à-dire que le match se disputerait toujours chez le plus petit. Et là, il y aurait vraiment du spectacle et des grands moments d'enthousiasme comme ici. Aujourd'hui, encore quelques matchs, et vous reconnaissez Jean-Pierre Foucault, quelques matchs, 6 matchs, les 6 derniers pour cette 32e de finale. Montpellier-Aurillac, Istres 7, Abbeville-Fécamp, Caen, Lomsmine, Cholet-Lisieux et hier Valoris qui se déroulera à Cannes. À la semaine prochaine pour un super téléfoot, je pense. Il y aura le championnat mais également le bilan après la première semaine du championnat d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera à partir de ce soir. D'ailleurs, au Maroc, il y aura beaucoup de spectacles. On compte sur votre présence devant le petit écran. Et puis ce soir, Sport Dimanche soir, une rubrique étrangère. Au revoir, à la semaine prochaine.